Je m'appelle Nadine, j'habite à Laval, en Mayenne. En juin dernier, j'ai appris avec bonheur que j'étais enceinte de Barry, mon compagnon. Hélas, 2 mois plus tard, j'apprenais que j'étais atteinte du cancer du sein. Grâce à une opération, la tumeur a été retirée, mais je dois continuer les traitements. Aujourd'hui, à 8 mois de grossesse, je me consacre pleinement à l'arrivée de mon bébé. C'est ici la chambre de mon futur bébé, donc qui sera donc une petite fille. C'est vrai que j'avais du mal à me projeter au départ parce que je ne savais pas trop, avec l'annonce de la maladie, si on allait pouvoir garder bébé, si elle allait être en bonne santé, etc. Dans 1 mois, ma fille sera là. Ça commence à être un petit peu stressant puisque je vais reprendre les traitements du coup après la naissance. Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais pas trop être fatiguée? Est-ce que je vais pouvoir être là pour elle? Ça fait tout petit, hein. Ça fait bizarre. On se dit elle va rentrer là-dedans. Donc je suis très contente de pouvoir enfin imaginer du coup la petite évoluer dans cette chambre, peut-être faire ses premiers pas ici. Hop. Être enceinte de 8 mois n'est pas de tout repos, mais heureusement je peux compter sur ma mère, Hélène. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Bien. Je t'ai amené à manger comme d'habitude? Oui, elle vient presque tous les jours m'aider dans les tâches au quotidien et passer un peu de temps avec moi. Comment tu te sens? Ça va. Elle bouge? Oui, toujours comme d'habitude. J'ai la chimio vendredi là encore, oui. Et puis ce sera la dernière. Oui, d'accord. Avant la naissance et puis après le grand jour. C'est mon rôle de maman. Je l'aide parce que elle a la maladie aussi et puis elle a du mal à faire toutes les tâches, à assumer. Laisse-moi ça. Plus ça va, plus c'est difficile avec la grossesse et les traitements là, qui sont un petit peu lourds quand même. C'est important que ma maman elle soit avec moi au quotidien. Ça nous a, je trouve, encore plus rapprochés. Si je ne dois pas trop me fatiguer, j'essaye tout de même de suivre toutes les semaines un atelier de relaxation. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va, Ouais. impeccable. J'y retrouve Marie-Lou, qui organise ces séances spécialement pour les personnes comme moi, atteintes du cancer. Les bras le long du corps, puis on va se centrer un petit peu sur soi. Je viens ici vraiment pour me détendre autant par rapport à la grossesse que la maladie. On expire. Quand j'ai vu Nadine la première fois, c'est vrai que là, j'étais vraiment très surprise. Être enceinte avec cette ablation du sein, etc., j'ai trouvé ça très costaud. Là, c'est merveilleux, elle va voir son bébé. Non, c'est fort. Hein. Ça m'aide à relativiser un petit peu sur mon état parce que je vois que je suis pas toute seule en fait. Ça nous permet, je pense, nous toutes de nous soutenir un peu, de nous remonter le moral, pas de rester enfermés chez soi à broyer du noir. Et on voit qu'il y a de l'espoir, quoi. Bonjour à tous et surtout à Nadine qui a accepté notre invitation aujourd'hui. Nadine, c'est pour vous que nous faisons cette émission pour rendre hommage à votre courage et à votre combativité. En France, on recense 50 000 à 55 000 cas de cancer du sein par an. Parmi ces femmes, 1 sur 1000 le développe pendant la grossesse et c'est votre cas, Nadine. Avant tout, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va plutôt bien. Je me sens plutôt en forme. Il y a toujours ces traitements en cours, mais... On va tout de suite faire un point sur les traitements avec notre spécialiste. On peut supporter une chimiothérapie tout en attendant un bébé ? On peut la supporter. En fait, l'enjeu, c'est de pouvoir administrer des traitements en protégeant le bébé, tout en agissant sur la maladie. Il y a encore une vingtaine d'années, c'était des situations très compliquées puisque les produits n'étaient pas évalués, on ne savait pas un petit peu vraiment les manipuler, à quel moment on pouvait les manipuler. Maintenant, il y a un recul suffisant qui permet d'avoir des protocoles très précis pour la chimiothérapie. La radiothérapie, on évite pendant la grossesse, et même la chirurgie, on peut la faire, simplement en fonction du terme. Alors, enfin, si on est au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, il y a des protocoles bien particuliers et on pourra y revenir en fonction des questions, mais la chimiothérapie peut être administrée pendant la grossesse, oui. Comment vous avez appris que vous étiez malade ?
En fait, moi, début juin, j'ai senti à l'autopalpation une boule dans le sein. Et donc j'en ai parlé à mon médecin le jour où j'ai su que j'étais enceinte, parce que je faisais des tests à la maison, donc j'ai été confirmée avec lui. Et on en a parlé, mais rapidement, sans s'attarder sur la chose. Il m'a dit ça doit être la grossesse, parce que un des premiers symptômes que j'avais, c'était les seins un peu durs. Voilà. Donc je me souviens pas qu'il ait palpé. Mais en fait, 2 mois après, ça avait vraiment grossi, ça avait durci, ça me gênait, ça me grattait, etc. Et du coup, je suis allée le reconsulter. Et c'est là où il m'a prescrit, il a senti qu'il y a ce qu'il appelle un placard. Donc, il m'a prescrit une échographie. Un placard, c'est quoi? À la palpation, effectivement, il a senti une induration en fait sous la peau. Oui. Qui suggère qu'effectivement il se passe quelque chose. C'est-à-dire c'est pas un nodule? Alors c'est pas un nodule. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de limité sous les doigts. C'est quelque chose qui n'a pas de limite très claire, mais qui est en termes de dureté plus dur que l'autre sein ou même l'autre partie du sein qui n'est pas atteinte. C'est une inflammation? Oui, c'est ça. Vraiment une zone inflammatoire, mais sans couleur particulière. C'est très difficile, la palpation des seins, retrouver une tumeur dans un sein en cours de grossesse, parce que forcément la glande mammaire gonfle et c'est assez souvent sous-estimé, même par l'imagerie. Donc, il sent quelque chose, j'imagine qu'il vous prescrit des examens complémentaires? Donc, il me prescrit une échographie, parce qu'enceinte, une mammographie, c'est pas forcément conseillé. Et donc, je vais dans un cabinet privé qui fait ça. Et il semblait inquiet, le médecin? Il vous a inquiété? Non. Non. Non, pas forcément. Après, c'était assez gros. Vous avez passé votre échographie? Oui, j'y suis allée seule. En fait, j'étais en vacances. Non, c'était le dernier jour de travail aussi. En fait, j'étais en vacances. Et du coup, j'en ai profité pour y aller parce que j'avais du temps libre. Et donc, je suis arrivée là-bas. Il m'a fait une échographie. Et donc, le médecin radiologue m'a tout de suite dit qu'il voyait, que le sein gauche, il y avait juste des nodules, des kystes, etc. Mais que le sein droit, il voyait des choses. Mais il ne savait pas ce que ça pouvait être exactement, donc on allait faire une mammographie. Donc comme ils font aussi les mammographies, je suis passée à côté. Donc on a fait un cliché par sein parce que c'est pas conseillé. Et donc on m'a mis un tablier pour éviter les rayons sur le bébé. Et donc il part. J'attends dans une petite salle, je me souviens. Petite salle toute seule. C'est horrible ce moment. C'était un peu étrange parce qu'il n'y avait pas la salle où on attend habituellement devait être prise. Donc c'était un peu... Et puis j'ai attendu au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et il est arrivé, on s'est parlé dans cette petite salle et il m'a dit que j'avais des calcifications. Donc moi, calcification, ok. Et qu'il serait bien que je fasse une biopsie parce qu'il ne sait pas exactement ce que c'est. Donc à ce moment-là, moi, je n'ai pas eu forcément d'inquiétude plus que ça parce que je ne m'attendais pas du tout au verdict final, on va dire. Donc vous avez pu faire la biopsie rapidement? Alors justement, je suis sortie, on a discuté avec le secrétariat et ils m'ont demandé quand est-ce que j'étais disponible. Donc je dis, moi je suis en vacances, donc là, je suis disponible quand vous voulez. Il me fait, c'est après le demain, etc. Je dis, oui, pas de problème. Il me fait, sinon, si vous avez un quart d'heure devant vous, je vois encore quelqu'un et puis on fait ça après. Bon, très bien. Donc en fait, en 1h15, les 3 examens finalement étaient faits. Oui, ça a été super vite. Tant mieux, parce qu'il y en a qui attendent parfois 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Hélas. Donc on vous fait la biopsie. Voilà. On a les résultats tout de suite? Alors non, il fallait attendre, il m'a dit une semaine. Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine? En fait, j'ai pas attendu une semaine. C'est que le lendemain... donc ça c'était le mardi je crois, le lendemain, le lendemain il m'appelle pour me dire qu'il m'a pris rendez-vous avec un spécialiste chirurgien gynécologue à Laval, là où je vis, et que du coup il va confier mon dossier à cette personne pour suivre un petit peu les choses vu mon état quand j'étais enceinte, etc. etc. Donc c'est là où je me suis un petit peu posé des questions. Il vous en dit pas plus? Non. Je suis ok. Et du coup le rendez-vous était prévu pour la fin de la semaine, le vendredi. Donc 3-4 jours après avoir fait les examens. Et vous y êtes allée ce jour-là? Et du coup, j'y suis allée le vendredi. Donc au départ... Vous êtes allée seule? Oui, parce que en fait, je ne pensais pas avoir les résultats. J'ai mon ami qui travaillait 2 jours à ce moment-là, qui voulait venir avec moi. Et je lui ai dit, en fait, j'ai appelé... j'ai une amie aussi, Nathalie, qui est là,
qui voulait venir avec moi, mais je lui ai dit que c'était pas la peine parce que ils n'allaient pas avoir les résultats. Elle m'a dit appelle quand même. Vous étiez inquiète? Pas trop, non. Non. Enfin, en fait, comme je disais, je me suis jamais dit que ça pouvait être grave, en fait. Après, quand j'étais revenue quand même des examens, j'ai regardé un peu sur Internet ce que c'était calcification quand même. Parce que bon, quand on m'a dit ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai vu qu'il y avait des forums sur le cancer, etc. Et puis le laboratoire me confirme qu'il n'y a pas les examens, qu'il ne risque pas de les avoir l'après-midi. Mon rendez-vous était l'après-midi, donc j'y vais seule. Et du coup, c'est à ce moment-là, lors de ce rendez-vous, qu'il m'annonce que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais que finalement c'est un cancer du sein. Alors là... Là, je m'effondre un peu quand même. Oui. Ouais. Là, vous pensez à quoi au moment où vous annoncez ça? En fait, il me dit... j'avoue, j'ai pleuré dans le bureau, mais il me donne beaucoup d'informations. Donc là, en fait, j'encaisse un peu tout. Il vous dit quoi? Et il me dit ce que c'est comme type de cancer. Il me dit il y a une bonne chose... Alors, un inflammatoire? Carcinome in situ. Et du coup, il me dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans le malheur, entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, a priori, avec la biopsie, ce ne serait pas infiltrant. Donc, il y aurait probablement pas de métastase. Après, ça, on peut le voir qu'à la chirurgie. Donc, il m'annonce qu'on est obligé d'opérer, puisque la tumeur a été donc de 7-8 cm à la palpation. Et donc, ça passerait par une ablation totale du sein droit. Et qu'il y aurait probablement des traitements après. Donc, il me parle de chimiothérapie, de radiothérapie. Enfin, tout ça, on ne connaît pas trop. Enfin, chimio, je connaissais parce que mon papa en a eu. Mais après, tout le reste, je ne connaissais pas. Et il me dit que radiothérapie avec bébé, ça peut passer, mais chimiothérapie, ce serait compromis. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, mais avec la grossesse, du coup, il faudrait peut-être... il ne m'a pas parlé d'interruption de grossesse clairement, mais il m'a un petit peu fait comprendre ça, quoi. Donc ça fait beaucoup à la fois. Ça fait beaucoup à la fois. Alors, juste des précisions de notre spécialiste, Fabrice. Carcinome in situ. Carcinome in situ, ça veut dire qu'on est en situation de pré-cancer. C'est-à-dire qu'il y a une tumeur avec des cellules qui ont tendance à se multiplier plus rapidement que la normale, mais elles n'ont pas encore acquis la propriété d'envahir l'environnement et de migrer à distance. Sauf que c'est sur une biopsie, ça, sur un prélèvement. Or, si la tumeur mesurait 7-8 cm, rien ne prédit qu'ailleurs, dans cette zone, il peut y avoir d'autres petites zones vraiment cancéreuses. Et c'est clair que c'est mieux d'avoir un pré-cancer à la biopsie, mais ça ne préjuge pas réellement de ce qu'il y aura dans la tumeur. Et ça, ce résultat, on l'aura uniquement à l'opération. Et c'est ce qui s'est probablement passé. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, j'imagine qu'il vous a dit aussi qu'il fallait intervenir rapidement. Oui. En fait, il m'a proposé de m'opérer dès la semaine suivante. Parce que le problème dans un état de grossesse, c'est que sous l'influence hormonale, les cellules se multiplient plus vite. Eh bien, pas nécessairement, en fait. Ça, c'est le fait d'avoir une grossesse ne rend pas le cancer plus agressif. N'augmente même pas le risque, d'ailleurs, en soi, de faire un cancer du sein. Et d'ailleurs, et c'est sûrement le cas, le cancer en question n'était pas hormonodépendant. C'est-à-dire non alimenté, non engraissé par les hormones qui pourtant commençaient à bien monter via la grossesse. Donc, il grossit pas nécessairement plus vite que chez une jeune femme qui n'est pas enceinte. Donc le problème en soi n'est pas vraiment, c'est pas une maladie particulière chez une femme enceinte. Ce qui est très particulier, c'est les traitements qui méritent réflexion avant d'être administrés, parce que là il y a 2 personnes à sauver et à traiter, et soigner l'une peut gêner la croissance de l'autre. À quel moment vous avez été rassurée sur le fait que vous pourriez la garder? Finalement, assez rapidement, parce que la semaine suivante, donc, il m'a rappelé, donc ça c'était le vendredi, et ce spécialiste m'a rappelé, donc il avait une réunion, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais avec d'autres... Une réunion de concertation pluridisciplinaire. Oui. Voilà.
le lundi qui suivait et il devait me rappeler. Donc il m'a rappelé, finalement il n'a pas voulu m'opérer parce que les anesthésistes avec qui il travaille n'avaient pas l'habitude, etc. Donc il m'a dirigé vers un confrère, un professeur qui exerce sur Rennes. Et du coup, j'ai eu rendez-vous avec lui. Donc ça devait être il m'a appelé le lundi ou mardi, dès le vendredi qui suivait en fait. Et lors de ce rendez-vous, donc là, mon ami cette fois-ci est venu avec moi. Il m'a dit non, je te lâche plus cette fois-ci si tu annonces encore. Comment il avait réagi, lui, votre Alors d'ailleurs, non, conjoint pardon, je me trompe. C'est pas cette fois-ci qui m'a accompagnée, c'est une autre fois d'après, pardon. C'est lors du résultat de l'opération. Comment il avait réagi quand vous lui avez annoncé que vous étiez malade? Après, pas très bien forcément. Enfin, je suis rentrée à la maison, j'étais seule du coup. J'ai appelé rapidement une copine qui est venue me rejoindre. C'est Nathalie qui est là. Et il est arrivé, il a fini le travail. Donc, je lui ai envoyé un petit SMS en lui disant rentre assez vite. Donc je lui ai annoncé que finalement c'était pas bon, que c'était un cancer et il s'est un petit peu effondré aussi quoi. Donc je me souviens qu'il il a pleuré un peu et malgré qu'il fasse dur comme ça, il reste humain. Et je l'ai un peu rassuré en lui disant que ça allait aller, etc. Il me dit mais c'est pas à toi de me rassurer. Je fais oui. Mais... et assez rapidement en fait, il m'a dit mais on s'est posé cette question parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là pour le bébé du coup. Et au départ, il m'a dit, il faut vraiment qu'on te sauve, etc. Et pour le bébé, c'était encore un peu flou. Et il m'a dit, on va enfiler nos gants de boxe et puis on va se battre. La priorité, c'était vous? La priorité dans sa tête au départ, oui, c'était moi. Ouais. Et vous aussi? Oui, moi aussi, forcément. Mais bon, c'est là où, c'est vrai que pendant cette semaine-là, c'était, quand il m'a annoncé ça, le chirurgien gynécologue, j'ai pris un peu de distance avec la grossesse, justement, avec ce bébé, parce que je voulais pas trop m'y attacher. On avait mis 1 an à ce qu'elle arrive, et je me suis dit, bon, allez. Un peu de recul. Et juste, à quel moment vous avez été rassurée? Donc, vous avez vu ce deuxième professeur? Voilà, donc là, le professeur... Il vous a rassurée tout de suite? Voilà, tout de suite. Il vous a dit quoi? Déjà, c'était un professeur. Ça se voit, ça s'entend, parce qu'il m'a tout bien expliqué. Le rendez-vous a duré bien longtemps. Il m'a fait des schémas, etc. Donc, j'ai pu en apprendre vraiment un peu plus que de passer par Internet, où il y a un peu plein de choses, quoi. Et il m'a dit qu'il y aurait peut-être du coup une chimiothérapie, mais que c'était tout à fait compatible avec une grossesse. Il fallait juste attendre la 20e semaine de grossesse. Voilà, pour laisser le bébé se construire, se développer, éviter les malformations, etc. Donc là, ça a été un soulagement. Oui, c'était un soulagement, ouais. J'imagine. Frédéric, on doit passer par c'est ça. Il y a tout un tas d'émotions exactement contrastées, et puis différentes étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'annonce de la maladie. C'est quand même une situation qui ressemble à un cauchemar. Se retrouver la joie d'une grossesse et puis finalement l'impensable, parce que c'est difficile de penser à un cancer du sein quand on est enceinte. C'est quand même une situation qui est rare. Donc c'est effectivement très violent parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. On connaît, c'est vrai, beaucoup de femmes dans son entourage qui ont eu un cancer du sein, mais des femmes jeunes en pleine grossesse, c'est extrêmement rare. Donc c'est vrai que ça met aussi les femmes et les couples dans une situation d'angoisse, de questionnement. On passe par différentes étapes. Effectivement, il y a un recul pris par rapport à la grossesse parce que, je pense que le rôle du corps médical est très important parce que d'apporter des réponses adaptées, de voir les solutions, les options thérapeutiques qui vont être prises. Et effectivement, il y a l'étape d'après, c'est-à-dire que là où on est rassuré sur la viabilité de la grossesse, alors là, c'est précisément la grossesse qui prend le dessus. Donc le désir de vie, l'énergie de vie, elle va se mobiliser en vue de mener à terme cette grossesse. Et du coup, là, on sera dans une énergie un peu plus positive, un combat plus positif. Mais avant d'être rassuré, il y a toute cette étape d'angoisse. Et moi, certaines femmes, j'ai eu l'occasion d'accompagner, parce qu'il y a certaines ont vraiment besoin d'un accompagnement psychologique, où elles avaient le sentiment aussi d'une injustice profonde et de se faire voler cette grossesse. Donc ça peut être très compliqué aussi à gérer à ce niveau-là.
Mais heureusement, ce moment de flou n'a pas duré longtemps en fait. J'ai eu cette chance, c'est que ça aille super vite. Donc 3 semaines après avoir appris votre cancer, vous avez subi une ablation du sein. Donc vous étiez enceinte de 4 mois. Voilà. Qui était à vos côtés ce jour-là? Le jour, c'est mon compagnon, c'est Marie, qui m'a accompagnée à l'hôpital. Et du coup, qui était là aussi à mon réveil, mon dur réveil, parce que c'était la première fois que je subissais en fait une anesthésie générale. C'est vrai qu'on se réveille, mais pas très bien. Hein. Donc ça, c'était en septembre dernier? Voilà, c'était le 9 septembre, ouais. Comment s'est passée l'opération? Plutôt bien. Moi, j'avais une petite crainte, justement, parce que j'avais jamais vécu ça, c'est de pas me réveiller. Et puis, pour bébé aussi, du coup, que ça se passe pas très bien pour lui. Parce que je ne savais pas non plus que c'était une petite fille à ce moment-là. Et en fait, j'ai demandé, ça s'était prévu certainement, mais une échographie dès le lendemain l'opération pour voir si tout allait bien. Parce que qu'est-ce qui se passe pour le bébé? Il dort aussi pendant l'anesthésie? Les produits d'anesthésie passent en partie la barrière placentaire. C'est pour ça que aussi on essaie d'attendre la fin du premier trimestre, le deuxième. La diffusion du produit est quand même moins importante dans le bébé que dans le reste de l'organisme, heureusement. On m'a dit qu'il dormira avec moi, mais que c'est pas contre-indiqué, parce qu'on vous fait même des appendicites, opérations d'appendicite pendant une grossesse. Donc du coup, ça rassure. Oui, on peut le faire. J'imagine que vous étiez la chouchoute dans le service. Oui, un peu. J'ai eu la chance aussi la chance entre guillemets, mais de pas être dans un service d'oncologie. Le professeur m'a hospitalisée donc à l'hôpital sud de Rennes, service gynécologie en fait. Et du coup, vraiment le corps médical là-bas, super, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, tout le monde très très gentil avec moi et aux petits soins quoi. Alors, c'est une opération, bien sûr, qui touche la féminité. Psychologiquement, ça a dû être une épreuve pour vous, mais aussi pour Barry. Il devait être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer de son travail, mais il a quand même tenu à vous adresser un message. Petite vidéo pour te dire combien de fois je t'aime et je suis fier de toi. Aujourd'hui, tu es là pour montrer qu'on vaincra cette maladie. Ton dynamisme et ta joie de vivre le prouve. Je t'aime. Ton histoire, mon histoire. J'ai hâte que bébé soit là. Il n'y a pas de raison que tout ne redevienne pas normal. Car on s'est toujours dit, on enfile nos gants de boxe. C'est pour ne pas se laisser abattre. Bon courage. Je t'aime, je te fais un gros bisou. Ça a changé quelque chose entre vous, la maladie, dans votre couple? Il prend un peu plus soin de moi. Ça, c'est un point positif. C'est vrai qu'il se met un petit peu moins en colère, tout ça. La grossesse et la maladie, après, dès le départ, dès que je suis tombée enceinte, il m'a dit on ne vexe pas une femme enceinte, etc. Mais je pense que ça nous a rapprochés peut-être un peu plus, oui. C'est un peu particulier, mais il veut m'accompagner tout le temps maintenant à mes chimiothérapies, alors que des fois ça le fait arriver en retard au travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas pu venir, notamment aujourd'hui. Moi, une des choses aussi qui m'a perturbée, c'est de lui faire vivre ça aussi, quoi. Parce que dans sa vie, il a vécu des choses pas forcément faciles tout le temps. Et il y a ça qui se rajoute encore là-dessus. La maladie, l'impact sur un couple, là, ça les a rapprochés, c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas du tout systématique. Et en fait, la maladie, ça va vraiment agir comme un révélateur des forces et des failles du couple aussi, et va venir fragiliser un couple dont les liens sont déjà un peu distendus ou altérés, où il y a déjà des difficultés. Et puis, pour certains couples, ça va vraiment renforcer le lien, parce que justement, ça va permettre de développer une grande empathie,
une écoute de l'autre, une attention à l'autre et une bienveillance qu'on ne soupçonnait pas forcément dans la relation. Et du coup, ça va renforcer le fait de vivre cette épreuve ensemble, va renforcer le lien. Je me souviens quand on est rentré, je ne sais pas si on va en parler après, mais du rendez-vous avec le professeur qui m'a opéré où on avait les résultats de l'opération du coup et qui était plutôt positif, même si pour moi. Et dans la voiture, il m'a dit en tous les cas, je suis soulagée parce que tu vas pas me quitter. Je dis mais pourquoi tu me dis je vais pas te quitter? Il me fait bon, c'est un peu cru, hein, mais il fait tu vas pas mourir quoi. Tu vois. Je dis, ok. En fait, dans sa tête, on en avait vraiment, pas vraiment parlé parce que moi, j'ai jamais pensé à la mort en fait. Et du coup, pour lui, en fait, dès le départ, il a pensé à ça et finalement, qu'il me dise ça, ça m'a touchée parce que lui, il avait ça dans sa tête depuis le départ, quoi. C'est vrai qu'en général, quand on dit cancer, on associe ça quand même. Voilà. Oui. On m'a tout de suite, la personne qui m'a annoncé ça m'a tout de suite dit qu'il y avait un bon point, que c'était pas infiltrant, il n'y avait pas de métastase et qu'il y avait des traitements derrière qui étaient possibles, etc. Quoi. Les résultats, vous parlez de résultats positifs, qu'est-ce qu'on vous a annoncé du coup, après analyse de ce qu'ils ont enlevé, qu'il n'y avait pas de métastase, ils ont enlevé une chaîne ganglionnaire, pas toutes, mais 19 ganglions. Il n'y en avait aucun qui était atteint. Et du coup, le professeur était content de lui, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même 4 foyers, donc même s'ils étaient petits, 4 foyers de carcinome infiltrant, du coup, qu'ils ont pu retirer également. Donc, la chirurgie a servi à quelque chose, en fait. Ils ont pu retirer la tumeur. Oui, et même il y avait une présence manifestement de cancer vrai, mais en petit foyer, au sein du pré-cancer. Ce qui fait en partie le pronostic, c'est cette quantité de maladies infiltrantes, donc cancer vrai. Et là, finalement, sur une tumeur de 8 cm, il y avait quelques petits foyers. Clairement, ça change les choses, puisque cette affaire-là, c'est-à-dire beaucoup de pré-cancer et peu de cancer, plus une absence d'envahissement de voisinage ou à distance, ça fait tout le pronostic, au même titre que chez quelqu'un qui n'a pas de grossesse et qui a un cancer du sein. Donc on se rapproche effectivement de situations de très bons pronostics, et avec les possibilités maintenant d'adapter des traitements préventifs de chimiothérapie, parce que c'est ça le traitement. Là, il n'y a plus de cancer. Tout ce qui est fait maintenant, c'est la prévention, c'est pour pas que ça revienne d'une façon ou d'une autre. Eh bien, on peut avoir les mêmes résultats thérapeutiques d'efficacité. Donc, clairement, ça rassure le médecin qui vous suit de savoir que, il peut se projeter en termes de perspectives et de résultats comme chez quelqu'un qui n'a finalement pas de grossesse. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était pas la même situation. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? C'est qu'on adapte les traitements et ce qui a changé, c'est que d'abord, on fait moins d'interruptions thérapeutiques de grossesse. On a arrêté pour faire passer des traitements. On a moins de risques malformatifs. On a la possibilité d'administrer des drogues. Alors on appelle ça des drogues, c'est des médicaments, c'est pas des drogues, mais des médicaments de chimiothérapie qui ont une efficacité de plus en plus grande, avec des toxicités de plus en plus faibles. Vous avez vu de la chimiothérapie, vous n'avez pas perdu vos cheveux. Non, c'était ma grande crainte, mais voilà. Après, il faut supporter. Alors, ça n'empêche pas que. Oui, voilà, c'est ça. D'autres effets secondaires quand même. Mais. C'est un casque froid. Voilà. Oui, c'est ça. On a une belle tête avec ça. Ça réchauffe. Ouais, ça réchauffe. C'est pour ça que j'ai un plaid sur moi. C'est un casque réfrigérant. Ça veut dire que ça marche. Ça dépend de la chimio. Dans certains cas, ça peut marcher. En fait, la chimiothérapie sans casque fait tomber les cheveux à 90%. Pour cette situation. Pour le produit que j'avais. Pour le produit que vous aviez. Le casque, ça diminue le risque de 30%. Donc on passe de 90% de chute à 60%. Donc c'est pas mal, parce que quasiment du 100% à la moitié, c'est un plus. Parce que c'est vrai que quand se surajoute la perte des cheveux au reste, ça commence à faire lourd. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ça n'a pas... Le traitement n'a pas été sous-dosé. Il a été vraiment donné... Non, on m'a dit que c'était le même traitement. Voilà, à dose optimale. Voilà. Tout à fait. À part le produit que je vais prendre après. Mais... Et vous le supportez bien, le traitement? C'est surprenant, mais plutôt bien. Parce que j'ai eu un tout petit peu de perte de cheveux, mais je pense que... vous ne me connaissez pas, vous voyez pas. Vous avez combien de séances? J'ai eu 3 séances avec le produit qui fait fortement tomber les cheveux, espacées de 3 semaines. Et là, pour l'instant, j'ai changé de produit.
Et 3, 4, 5, 6, je suis à 6, 7 séances en tout de chimiothérapie. Donc le produit que j'utilise actuellement fait un petit peu moins perdre les cheveux. Donc on m'a dit que je n'étais pas prioritaire sur la machine justement. Parce que le problème, c'est que cette machine n'est pas disponible dans tous les centres de chimiothérapie. Quelle machine? Le casque? Le casque, Ouais. ouais. Qui est beaucoup plus efficace que les casques réfrigérants. Ouais. Tout à fait. Parce que c'est là où c'est un peu... Moi, ça m'a un petit peu désolée quand j'ai appris ça, parce que je vais à la Ligue contre le cancer et je vois les femmes qui ont fait les traitements donc à Laval où je vis, parce qu'ils ont préféré que je fasse à Rennes, comme j'étais enceinte, etc., pour être mieux suivie. Et elles ont toutes perdu leurs cheveux quasiment. Elles m'ont dit d'ailleurs, mais tes cheveux, ils ont repoussé vite. Mais non, en fait, ils ne sont pas tombés, tout simplement. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas donner l'opportunité. Parce que, moi, personnellement, quand on m'a annoncé la chimiothérapie, la perte de mes cheveux, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Parce qu'on voit la maladie tout de suite. Quoi. Autant qu'on peut cacher le reste, on peut mettre des choses qui font illusion. Mais les cheveux, c'est un peu difficile, quoi. Il y a des perruques, mais... Alors, votre maman, Hélène, est avec nous dans le public. Elle va venir nous rejoindre. Vous allez où, là? Je fais le tour, on m'a dit. Ah bah non, là, vous pouvez passer par là. Bonjour. Et puis, c'est ça. J'ai perdu mon truc. Ah, t'as perdu ton boîtier. Alors, tout ça, c'est une sacrée épreuve aussi pour une maman. J'imagine que l'annonce de la maladie de votre fille a dû être une horreur. Hein? Ah bah, oui. On se demande si c'est réel ou pas. Je crois être dans un autre monde. Parce que j'ai vécu ça avec mon mari, alors... Mais bon, j'ai dit, de toute façon, il faut aller de l'avant. De toute façon, il ne faut pas... Hein? Mais bon, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, vous montrez que vous êtes très présente au quotidien auprès de votre fille et vous êtes pour elle d'un grand soutien. Oui, je fais ce que je peux parce que je travaille encore. J'ai ma retraite en juillet. Vous avez toujours été très proches, toutes les deux? Oui. À part étant enfant, mais bon... C'est des crises d'adolescence. Des crises d'adolescence, ça. Ça vous a rapproché encore, la maladie? Oui, beaucoup. En quoi? On est fusionnels, on a les mêmes... Vous parlez beaucoup l'une avec l'autre? Ah oui. Est-ce que vous osez lui confier vos angoisses? Oui. Je dis ce que j'ai à dire et puis voilà, je suis très... Et vous aussi, Nadine? Moi, un peu moins. Ouais. J'essaye de la protéger un petit peu. Voilà. Oui, toi Nadine, oui. Non, je le vis pas. Après, comme je disais, je le vis plutôt bien, on va dire, aujourd'hui. Donc, j'en ai pas trop non plus, mais... Alors, votre maman est à vos côtés aujourd'hui, mais c'est toute une famille qui est autour de vous dans ce combat contre la maladie depuis 7 mois maintenant. Certains de vos proches ont d'ailleurs tenu à vous envoyer un petit message de soutien. On va découvrir de qui il s'agit et puis on se retrouve après. Coucou Nadine. N'étant pas à tes côtés, par ce message, nous t'encourageons à persévérer dans ton combat comme tu l'as fait depuis le début de ta maladie, que tu vas vaincre car tu es une battante et que le petit être que tu portes en toi compte sur toi également. Merci aussi de nous avoir transmis ton courage. On est avec toi. Bisous. Coucou Nadine, on voulait juste te laisser un petit message pour te dire que même si nous ne sommes pas à tes côtés aujourd'hui, nous pensons fort à toi. Nous sommes vraiment admiratifs de voir à quelle force tu te bats chaque jour contre la maladie malgré ta grossesse. Tu es vraiment très courageuse. Tu peux donner une bonne leçon de vie à beaucoup de personnes. Nous te souhaitons le meilleur pour les jours, mois, années à venir. Dans quelques mois, ta petite puce sera là pour te combler de bonheur et tu seras la meilleure des mamans. Nous t'aimons très fort. Bisous Nadine. C'est important, j'imagine, de se sentir soutenu comme ça, entouré. Ouais, c'était une vraie surprise. Hein. Ah oui. Alors, qui on a vu alors là? Là, on a vu donc la sœur de ma maman, ma tante, avec donc mon oncle et mes cousines du côté de ma maman. Voilà. On a souvent entendu que le moral joue beaucoup dans la guérison, le fait d'avoir un petit bébé là qui arrive. J'imagine que c'est un sacré moteur
c'est un moteur, oui, absolument, c'est un moteur formidable. Mais l'entourage aussi. C'est-à-dire que le fait, on a observé que ceux qui peuvent parler librement de leur maladie, qui ont un entourage qui est vraiment soutenant et bienveillant, et bien, ils vont mieux sur le plan psychologique. Donc c'est vraiment important, justement, pour les moments, alors c'est peut-être pas votre cas, parce que vous, j'ai l'impression que toutes vos angoisses, en fait, vous les avez déplacées sur les autres. Donc c'est votre manière à vous de vivre ces angoisses, mais par personne interposée. Vous faites plus de soucis pour les autres que pour vous. Un peu, ouais. Ah oui, ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une manière psychiquement de cliver pour justement pas trop être impacté par les angoisses. C'est bien ça, Frédéric ? C'est ni bien ni mal, mais à un moment donné, vous aussi, peut-être pas forcément avec vos proches, mais avec un thérapeute ou avec un soignant, pouvoir aussi libérer vos angoisses et vous donner le droit d'avoir des émotions négatives. Vous lui conseillez, en d'autres termes ? Je pense que là, elle n'est pas dans cette disposition d'esprit. Je pense qu'elle est dans l'attente de mener à terme cette grossesse. Je pense qu'elle s'autorisera peut-être aussi à prendre sa place avec tout ça une fois que sa fille sera née. Probablement. Après, j'ai rencontré des psychologues. On m'a proposé, là où j'étais opérée, etc., de rencontrer des psychologues. À la Ligue aussi, j'ai rencontré une psychologue. Après, j'ai pas... on a parlé, on a bien parlé, mais... C'est une bonne idée d'être allé à la Ligue, de vous être tourné vers une association justement pour pouvoir échanger avec des personnes concernées qui partagent les mêmes problématiques que vous. Oui, et en fait je connaissais pas trop avant forcément puisque en tant qu'on ne le vit pas. Et j'ai eu la chance de participer à... Enfin, il y avait Octobre Rose en fait au moment où j'ai appris tout ça, ça s'est mélangé. Donc il y a eu une manifestation d'organiser à Laval, où, du coup je vis. Et donc j'y suis allée, j'ai essayé de motiver les troupes pour venir avec moi. Et là-bas il y a des stands en fait où on peut se renseigner sur ce qui est proposé par justement la Ligue. Il y a des ateliers qui sont proposés, etc. Et du coup ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis aussi de moi d'aller là-bas et de parler de ça avec tout le monde, avec des gens qui connaissent aussi, parce que et là un peu plus confier pas nos angoisses, mais prendre des conseils. Oui, voilà. c'est une bonne idée. C'est très bien parce qu'effectivement, c'est plus facile de le faire avec des inconnus qu'avec son propre entourage, qu'on a tendance à vouloir protéger. Voilà. On a déjà du mal à supporter l'idée de leur faire vivre ça aussi, mais c'est vous qui le vivez principalement. Donc c'est aussi important que vous ayez cette place, et je trouve ça très bien que vous ayez fait cette démarche. Et c'est important de le faire parce que ça rassure aussi, ça permet de connaître un peu les tenants et les aboutissants de la maladie et la spécificité de cette idée du cancer associé à la grossesse. Donc c'est vraiment important. Très important ça, ce que dit Frédéric, c'est à ne pas hésiter à vous confier à des... Justement, vous disiez que vous protégiez votre maman de vos angoisses, mais en revanche c'est important qu'elle sorte vos angoisses. Ouais, mais je pense que comme vous disiez, pour l'instant ça va, après on verra. Est-ce que vous en parlez avec vos copines, avec vos amis qui sont présentes ici? Oui, on en parle. Nathalie et Sabine, vous leur confiez vos angoisses à elles? Ou c'est mes angoisses, pas un partage d'éclats de rire? Plus éclats de rire, J'ai l'impression. Elles vont nous rejoindre. Là encore, l'importance de rire, d'échanger, de partager avec de vrais amis. Il paraît que vous avez un surnom toutes les trois. Comment on vous appelle? Le trio. Le trio, infernal, non? Le trio de choc. Vous vous connaissez depuis combien de temps? En tout, ça fait... entreprise, 10 ans, et vraiment d'affinité, 5 ans. Ouais. Vous travaillez dans la même entreprise? Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes des collègues de travail? On est des collègues de travail, voilà, à la base. Et au départ, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu d'affinité comme ça. Et puis, comment c'est venu, je ne sais pas. Les soirées qu'on faisait à l'extérieur. Voilà. Comment? Les soirées qu'on faisait à l'extérieur, on a commencé à se greffer les unes aux autres, et après, on se fréquentait régulièrement. Voilà. Un peu trop régulièrement. Comment vous avez appris ce qui arrivait à Nadine? Comme elle vous l'a dit tout à l'heure, moi j'étais, je pense, l'une des premières à l'avoir
appris, puisqu'effectivement je devais plus ou moins l'accompagner, puisqu'effectivement Barry travaillait et elle voulait une personne justement pour l'accompagner, pour avoir ce rendez-vous. Donc sachant qu'elle n'avait pas encore ses résultats, je lui ai évidemment demandé donc effectivement d'appeler le médecin pour voir effectivement si les résultats étaient arrivés. Donc c'était pas le cas. Donc elle a été toute seule et puis après suite à ça elle a envoyé un message en disant que voilà c'était une mauvaise nouvelle. Finalement les résultats sont là. Est-ce que tu peux passer le plus vite? C'est ça. Donc c'était la mauvaise nouvelle. Donc après le travail, directement je suis allée la voir. Donc dure épreuve quand même de se dire la malchance et tout de suite on pense plus au bébé parce qu'elle est enceinte. Elle a mis du temps à avoir ça s'est passé quand vous vous êtes retrouvés, vous avez laissé aller votre émotion, toutes les deux? En fait, je ne pense pas. Bah non, parce que tu étais au téléphone avec ta belle-sœur. Ah oui? Ouais, du coup. Tu étais au téléphone et au final, je pense que tu avais bien pleuré avant. J'avais bien pleuré avant, en fait. Et parce que je devais rester une petite heure toute seule. Et puis, c'est ça. Et après, parler, on a discuté. Et là, vous étiez dans quel état d'esprit? Parce que pas évident non plus pour l'entourage proche de savoir comment il faut être. Vous vous êtes dit quoi en allant la rejoindre? Justement, on hésitait à je vais être comment avec elle. Elle est beaucoup plus forte aussi. Et puis, effectivement, dans l'humour que moi, justement, désamorcer les choses. Et au final, faut arriver avec plus ou moins le sourire parce qu'effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour elle, mais il ne faut pas non plus qu'on soit aussi effondré devant elle parce que on sait que déjà que c'est une dure épreuve. Donc c'est au moins essayer de lui remonter le moral là-dessus, quoi. Alors vous étiez présente quand elle s'est réveillée de son opération? Vous êtes venue la voir assez rapidement? Le lendemain ou 2 jours après, je sais plus. Il paraît qu'elle vous a complètement bluffé. C'est Nadine, vraiment, elle nous a bluffé comme d'habitude. Elle vous bluffe toujours? Elle est toujours positive. Ça peut être une personne qui pourrait s'apitoyer sur son sort en se disant le destin aujourd'hui me frappe, c'est triste ce qui m'arrive, etc. Pas du tout. Elle avance, oui, elle en parle parce qu'elle a besoin d'en parler pour que nous aussi on comprenne ce qui lui arrive. Maintenant, j'ai jamais vu une fille aussi forte, parce que c'est pas évident ce qui lui arrive et vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est mon modèle, quoi. Ça vient d'où cette force? Vous pouvez remercier vos parents qui vont vous aimer avec beaucoup d'amour. Vous vous sentez forte aussi, vous? Ouais, je pense que, après, s'il n'y avait pas eu la grossesse, je ne sais pas comment j'aurais pu le vivre. On peut jamais vraiment. Moi, je me dis qu'on peut pas vraiment savoir tant qu'on n'a pas vraiment vécu les choses. Je pense que ça doit aider, oui, malgré tout, parce qu'on se bat pas que pour soi, on se bat pour les autres. Et j'ai perdu mon papa et je pense que aujourd'hui, c'est la chose la plus dure que j'ai vécue dans ma vie. Et je me suis dit aussi que je veux pas que les autres vivent ça avec moi, en fait. Parce que, je pense que c'est plus dur. Quand une personne décède, finalement, la personne qui est plus là, elle est plus là. Mais les autres, les mecs qui tenaient à elle, sont encore là. Et je pense que c'est dur à supporter pour ces personnes-là. Et je voulais pas faire vivre ce que je vis encore actuellement avec ce manque aux autres, en fait. Vous pensez toujours aux autres avant de penser à vous? Peut-être trop, je sais pas. Un peu trop, oui. Qu'elle devrait prendre le temps aussi pour elle. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment aux petits soins. Je pense vraiment l'exemple même, c'est sa mère. Elle l'aménage vraiment beaucoup. Même si ta mère, elle est toujours là pour toi et elle t'aide beaucoup au quotidien. Toi, tu la protèges à ta façon en évitant de dire que tu es triste au moment où tu es triste. Vraiment, tu mais là, vous êtes là pour ça, vous et les femmes. C'est à vous d'être là. On vit pas encore ensemble. J'ai pas mal de chambres à la maison. Non, mais c'est vrai, c'est à vous de. Vous êtes les guerrières à côté, là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on se réunit tous les dimanches pour le 4 heures. Il y a ce petit rituel qui a été instauré à mon insu. Mais oui, le dimanche, il y a le goûter. Elle a plein de temps pour nous faire à manger maintenant. Voilà. Donc du coup, on en profite, on joint l'utile à l'agréable et du coup, donc c'est quoi le dimanche 4 heures? C'est le bureau des pleurs, des angoisses, des rires, des rires plutôt, des rires, des échanges, des commérages aussi parce que je suis plus au travail, donc je sais pas ce qui se passe. Donc du coup, j'ai des petits résumés à ce moment-là. Marie, c'est commère.
C'est bon ça, hein, les copines de boulot, quand on s'entend bien, ça c'est sympa, hein, de partager des choses au quotidien. Frédéric, comment vous voyez ces amitiés? C'est important, c'est de maintenir le lien tel qu'il était avant. Et c'est ça qui fait du bien, c'est-à-dire que la vie continue, tout ne tourne pas autour de la maladie, mais par contre, le fait de sentir ses amis, ses copines qui sont là et qui restent fidèles à ce qu'elles sont, c'est ça qui fait du bien. En fait, c'est le lien, c'est les liens qu'on a, les liens d'amour, les liens d'amitié qui nous portent aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite chose. C'est au début, quand j'ai appris la nouvelle, entre guillemets, on a presque tous maintenant un petit compte sur un réseau social bien connu. Et j'ai tenu en fait j'ai pas eu de tabou en fait par rapport à ça. Et j'avais tenu à mettre un petit message qui disait que je vivais sans être très claire dans ce que j'avais exactement, etc. Mais que je vivais un petit moment de bonheur et à côté une petite épreuve, mais que j'allais me battre, etc. Et que surtout que je restais la même parce que j'ai vécu ça avec la maladie de mon papa et j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de monde qui venait à la maison parce que ils savaient pas. Ils ne savaient pas comment on allait le trouver, dans quel état, quoi dire, de quoi parler. Que papa il disait que c'était pas une maladie contagieuse. Voilà, c'est ça. Personne ne vient plus me voir, et puis, alors qu'il avait plein de copains et tout. Donc j'ai pas voulu vivre ça, et puis faire. Et j'ai dit je reste la même, donc faut pas hésiter à passer quoi que ce soit. Vos autres collègues n'ont pas pu venir, mais ils ont tenu eux aussi à vous interpeller. Ah ouais. Écoutez. Au nom de l'équipe de direction du centre, un bon rétablissement et un beau bébé Nadine. Tous les services support t'embrassent très fort et te souhaitent un bon rétablissement. On a impatient de te retrouver, vivement que tu reviennes et qu'on mange plein de barres chocolatées avec de l'épeautre. Je pense que tu comprendras, Nadine. Plein de bisous de tout le monde et vivement hâte que tu reviennes et de découvrir ta jolie princesse. À bientôt, bisous. Bon rétablissement, on est derrière toi. Il y a une bonne ambiance dans cette entreprise. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a cette chance de tous bien s'entendre. Donc c'est vrai que ça me manque aussi un petit peu. Je passe souvent, j'avoue. Un peu trop. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis responsable d'équipe, manager, on va dire, d'équipe sur un centre d'appel téléphonique. On travaille pour un service client d'une grande marque de téléphone mobile. D'accord. Et vous? Pareil. La même chose. Vous êtes aussi manager? Oui, pareil. D'accord. Les trois pareils. La même chose. Il paraît que vous avez participé à une marche juste après votre opération. C'était quoi cette marche? C'est la marche pendant Octobre Rose, les foulées. C'était une foulée, c'était une marche. Soit on courait, soit on marchait. J'ai pas couru, on a fait la marche. Et c'était pour récolter des fonds, notamment pour la recherche contre le cancer du sein. Enfin, le cancer, oui, du sein. Et donc j'ai eu la chance que des collègues viennent participer avec moi, et notamment Sabine, Nathalie. Elle est venue nous chercher. Oui, je les ai un peu forcée. Donc là, vous êtes sous traitement, sous chimio, vous me disiez tout à l'heure. Vous allez faire une pause bébé, c'est-à-dire vous continuez la chimio jusqu'à quand? Alors j'ai ma dernière vendredi, et donc la naissance est prévue fin février. Et je reprendrai faut que je reprenne contact avec mon oncologue 2 semaines après la naissance pour reprogrammer les chimiothérapies ensuite. Donc 3 semaines, on va dire, après la naissance. Et il vous a dit combien il y aurait de séances encore après? Oui, parce que j'ai eu le protocole en fait complet au départ. Et il doit m'en rester 8 après l'accouchement, après la naissance, donc sur 8 semaines. Et avec un autre produit, Herceptin, ou Herceptine, je ne sais jamais. Donc là, j'aurai 18, j'en ai 18 de programmés. Donc ils sont couplés à la chimie au départ, mais c'est toutes les 3 semaines. Donc du coup, ça va durer jusqu'en novembre, de cette année. Alors là, pour le coup, c'est pas de la chimiothérapie. Non, c'est pas un produit. Ce sont des nouveaux médicaments qu'on appelle des thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire des anticorps anti-cancer qui sont dirigés vers une cible bien particulière qu'il n'y a pas sur tous les cancers, qui s'appelle HER2. C'est un petit récepteur à la surface des cellules cancéreuses qui les rend sensibles à ce produit. Ce produit, il est très peu toxique, voire pas toxique du tout, donc on peut le faire longtemps avec des résultats thérapeutiques très importants. Ce qui est un peu particulier dans les cancers du sein chez la femme enceinte,
c'est que ce récepteur est présent beaucoup plus souvent que hors grossesse. On ne sait pas pourquoi, mais alors que dans les cancers du sein, en dehors des grossesses, on l'observe une fois sur 4, une fois sur 5, et donc on donne ce traitement d'anticorps à ce moment-là, et bien chez la femme enceinte, c'est une fois sur 2. Alors là, pour le coup, l'oncologue, il se dit, bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un cancer du sein, mais la bonne, c'est qu'il y a ce récepteur qui du coup provoque l'utilisation d'un médicament qui est peu ou pas toxique et ultra efficace. Et ça veut dire qu'on pourra l'utiliser que pendant la grossesse, ou ça veut dire que c'est ce type de cancer qui se développe pendant les grossesses? Eh bien, en fait, hors grossesse, on l'observe aussi, ce type de cancer, mais il est plus souvent observé chez la femme enceinte. Il y a une autre caractéristique, d'ailleurs, des cancers du sein chez la femme enceinte, c'est justement qu'ils sont rares, enfin, peu hormonodépendants. Ce qui est paradoxal, puisqu'un cancer du sein, c'est considéré comme un cancer fréquemment hormonodépendant, c'est-à-dire sensible aux hormones. Alors que dans la population générale, c'est 3 fois sur 4, et bien chez la femme enceinte, ça n'est qu'une fois sur 2. Est-ce que c'est un cancer qui se serait développé même si elle n'avait pas été enceinte, ou qui s'est développé parce qu'elle a été enceinte? Clairement. Même en dehors de la grossesse, il se serait développé. Il y a une conjonction plus, finalement, une coïncidence dans le temps. Mais peut-être que ça a modifié ces fameuses expressions de récepteurs, etc. Mais même hors grossesse, il y aurait eu un cancer du sein aussi. Oui, parce que à l'autopalpation, la boule que j'ai sentie, j'étais pas encore. Je pense qu'au niveau timing, j'étais pas encore enceinte, en fait. Oui. J'ai dû l'être quelques jours après. De toute façon. Combien de temps il faut pour qu'une telle maladie apparaisse? C'est pas 1 mois, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est entre 5 et 10 ans. Après, on part de très peu de cellules pour aboutir à une petite tumeur de 5-6 mm en plusieurs années. Mais entre cette tumeur de 5-6 mm et la tumeur de 7-8 cm, là, effectivement, il peut se passer qu'1 an ou 6 mois. Donc, elle était là avant. Avec ou sans grossesse, elle serait apparue de toute façon. C'est un cancer d'origine génétique? Alors, en fait, on m'a pas précisé, non. C'est pas hormonal, en tous les cas, après... A priori, il n'y a pas d'antécédent dans la famille de cancer du sein chez 3 ou 4 personnes, donc il est peu probablement génétique. Indépendamment de la génétique ou pas génétique, tout ce qui est fait actuellement en termes de chimiothérapie, c'est contre la récidive. Le fait d'avoir une forme génétique, ça prédispose à faire un autre cancer, pas une récidive. Or, c'est possible que ce soit une forme génétique, il y a 20% de chance, si on peut dire, mais dès lors qu'il n'y a pas 2 ou 3 cas ou 5 cas dans la famille, c'est très peu probable. Donc finalement, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une forme génétique. Voilà. Vous savourez votre grossesse? Vous arrivez à en profiter malgré tout ça? Oui, parce que ça se passe plutôt bien. Donc, bon, après, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été formidable. Hein. Mais oui, parce que j'ai pas été, je l'ai vraiment, même avant de connaître la maladie, avant les traitements, j'ai pas été malade vraiment. Juste ces quelques mois là où j'ai eu la chance d'avoir des remontées acides. C'est quelque chose dont on ne parle pas avant. On a beau demander aux copines, tout ça, mais non, ça n'existe pas avant, c'est marrant. Vous avez des enfants, vous? Moi, j'en ai un, oui. Et vous? Non, pas encore. J'ai signé un pacte à la maternité pour ne pas dire que la grossesse, des fois, il y a des petits cadeaux indésirables avec. Voilà. Donc c'est pour ça. Je ne te l'ai pas dit. Ouais, après, avec Sabine, comme elle a vécu ça, son petit loup, il vient d'avoir 2 ans. 2 ans. Du coup, on en parle un petit peu. Je prends un peu de conseils, etc. Mais non, j'ai pas été malade vraiment. Donc, et la chimiothérapie, même chose. J'ai pas eu de nausées, pas de vomissements. J'ai pas vraiment perdu mes cheveux. Là, je suis juste fatiguée. Je pense parce que c'est toutes les semaines. Mais puis c'est pareil, ça avance. Hein, donc il reste plus qu'1 mois. Donc, mais non, je le vis plutôt bien. Qu'est-ce que vous direz à votre fille de toute cette histoire? Alors, ce que je lui dirais, je ne sais pas trop. On en parlera. Ça, c'est sûr, parce que, de toute façon, il va falloir qu'elle fasse des... C'était ma petite crainte aussi, ça, c'est que je lui transmette, en fait, le gène ou quelque chose, quoi. Donc, pour qu'elle se fasse surveiller, etc., pour pas que... Dans tous les cas, si ça lui arrive, qu'on traite ça très vite. Après, ce que je vais lui dire, je sais que je vais la chouchouter à fond, parce que ce sera mon petit bonheur en plus, et... Après, on attendra quelques années qu'elle puisse comprendre.
Puis je lui donnerai le DVD le jour. Qu'est-ce qu'il voudra faire? Il n'y aura plus de DVD. Je pense qu'effectivement, c'est important de lui dire pour qu'elle puisse comprendre aussi des remarques ou des allusions liées à... Voilà, parce que inévitablement, vous, votre entourage, vous parlerez de traitement ou de... Donc ce sera important assez tôt finalement avec vos mots très simplement pour lui expliquer ce qu'a été la manière dont vous êtes réjoui de cette grossesse, ce qui vous est arrivé pendant sa grossesse, pour qu'elle puisse comprendre en fait ce parcours, le parcours qui a eu lieu pendant sa conception et ce qui vous est arrivé. C'est important parce qu'effectivement, sinon, le fait de ne rien dire peut entretenir un imaginaire assez destructeur chez les enfants, des inquiétudes ou des angoisses liées à ce qu'elle pourra entendre. Donc c'est important de le dire avec vos mots très simplement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais lui expliquer ce qui vous est arrivé. D'accord. Voilà, elle est réveillée, je pense qu'elle a entendu déjà. Déjà, elle a entendu. Je peux sentir, moi, les petits pieds. Je ne sais pas si vous avez senti, voilà, elle bouge pas mal. Comment elle va s'appeler? Ah, ça, on ne va pas dire. Ça, on garde. C'est vrai? Oui. Elle va s'appeler Sabine. Oui, bien sûr. Bon, non, là, elle ne veut pas me dire bonjour. Là, c'est des contractions. Bon, en tout cas, évidemment, on prendra de vos nouvelles. J'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'Histoire continue avec ce bébé. Oui, nous avons hâte de connaître aussi. Merci à tous. Bravo pour cette force et ce courage. Et je suis sûre que tout va bien se passer. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminine ce week-end. Merci aussi à Fabrice Denis d'être venu nous voir. Et puis dans quelques minutes, sur le plateau de l'Histoire continue, nous accueillerons Luc Langevin et Stéphane, deux autres parcours de vie incroyables. Ils nous ont tout plaqué pour vivre leur passion. A tout de suite. Merci. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and release. La magie que je fais se fait toujours avec des objets très, très banals. En fait, j'ai amené des fourchettes. Ce jeune Canadien qui fait si bien illusion est déjà une star au Québec. Et dans un instant, c'est dans l'Histoire continue que Luc Langevin va faire sa première télévision française. C'est vraiment un rêve qui se réalise. C'est le rêve parisien, oui, pour moi. Nous l'avons suivi le jour de son arrivée dans la capitale française et nous vous ferons découvrir certains de ses tours les plus bluffants. Est-ce que je pourrais t'emprunter celle-là, si tu es capable de la retirer? Avant de devenir magicien, Luc était physicien. Et nous lui présenterons Stéphane, un de nos anciens invités. Lui était informaticien avant de devenir transformiste. Eh bien, voilà! Non! Énorme! Des trajectoires peu communes que nous mettrons à l'honneur dans un instant. Tu viens, Jessica, on va mettre la perruque à maman et on y va? Bientôt, au sommaire de toute une histoire, à la suite d'un choc émotionnel, Aurélie et Cécile ont vu leur vie basculer. À l'âge de 10 ans, j'ai déménagé. Je me suis retrouvée assez seule. J'ai perdu mes repères, en fait. J'ai perdu mes amis. J'ai commencé à perdre mes cheveux par des petites plaques. En 2 mois, j'ai tout perdu. Pendant 32 ans, vous n'aviez absolument aucun souvenir. Qu'est-ce qui a déclenché cette amnésie? Ce sont des viols que j'ai subis à l'âge de 5 ans et qui sont en fait tombés dans les oubliettes de mon inconscient pendant 32 ans. Elles nous feront le récit de cet incroyable pouvoir de leurs émotions. Vous aviez 14 ans, vous les avez tous perdus. Ils ont repoussé par la suite? À 16 ans, ils ont repoussé. Puis vous déménagez à nouveau? Oui. Et donc là, vos cheveux sont restés quand même? Non, ils ont rechuté. Quand les souvenirs sont remontés, ça a été d'une brutalité, d'un choc terrible. J'ai hurlé le surnom de mon agresseur. Vraiment des émotions, si vous voulez, qui me submergeaient comme si j'avais 5 ans en fait. Quand quelque chose devient intolérable, on perd la mémoire pour nous protéger de quoi? De l'insoutenable et de l'horreur. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que le stress pour le corps et que quand il ne peut plus gérer ce stress-là, il va l'exprimer d'une certaine façon. Quant au fait de pouvoir se rétablir, de retrouver une chevelure, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, vous lâchez rien. Pourquoi vous ne l'avez pas prise, cette perruque-là? C'était un peu cher. On a eu envie de vous offrir ce qui arrive.
just left it all. My pastor tells me that my light is dimming, and I've been too long drifting in an ocean. It's okay.